9h19 à Paris. Bienvenue dans le journal de l'Écho avec vous, Sylviane Bert. Bonjour. Bonjour La Cour des Elisabeth. comptes lance donc un avertissement aux candidats à la présidentielle. Tout à fait, il faut proposer plus d'économies et moins de taxes. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes estime que les 2 tiers de l'effort de redressement budgétaire n'a pas encore été fait et qu'il reste des marges de manœuvre, notamment sur les niches fiscales. Quelques exemples avec Alix Le Bourdon. Dans le collimateur de la Cour des comptes, les aides fiscales à l'outre-mer. Parmi elles, le dispositif Girardin, une loi qui permet aux contribuables acquérant un logement neuf ou un bien industriel dans les DOM-TOM de bénéficier d'une réduction d'impôt allant de 25 à 50 % et jusqu'à 64 % dans certains cas. Le texte avait été voté en 2003 afin de promouvoir le développement de ces territoires. Nous avons mis en avant une niche fiscale, les dispositifs Girardin en Outre-mer, qui ont fortement explosé ces dernières années, pour une efficacité jugée faible par nous. Donc nous invitons le gouvernement à supprimer ce dispositif. Coût du dispositif, 1,3 milliard d'euros en 2011. 40 % de ces subventions sont captées par les foyers bénéficiaires de cette niche. Résultat, peu de profit pour l'économie locale. Autre avantage pointé du doigt par la Cour, le système de retraite de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. Même si l'âge de départ à la retraite y est légalement fixé à 60 ans, la moyenne effective en 2010 s'élève à un peu moins de 55 ans. En moins de 12 ans, les réserves de la caisse locale de retraite ont pratiquement été divisées par 3. Elles sont passées de 225 millions d'euros en 1998 à 83,8 millions d'euros en 2010. Le déficit structurel du régime s'aggrave. Il est évalué à 500 000 euros mensuels. Et puis c'est aujourd'hui que Renault doit inaugurer sa toute nouvelle usine au Maroc. De quoi relancer, Sylviane, la polémique sur les délocalisations en pleine campagne électorale. C'est forcément. ça. Et cette nouvelle usine sera dédiée aux modèles low cost comme le Logi, le Monospace de Dacia. Pour le constructeur, cette nouvelle unité de production va lui permettre de soulager l'usine de Pitesti en Roumanie, arrive à saturation. L'objectif était de s'implanter dans un pays encore plus favorable économiquement. Comme le salaire mensuel au Maroc est proche de 250 euros, le pays s'est très vite imposé aux yeux de Renault, sans parler des nombreuses exemptions fiscales accordées par le Royaume du Maroc aux constructeurs. La production sera destinée à l'exportation vers les marchés européens. Au final, cette usine permettra à Renault-Nissan d'augmenter ses capacités de production, mais fera baisser la part Made in France du groupe qui se situait aux alentours de 25 % en 2011. Allez, on en revient à l'un des dossiers à suivre aujourd'hui, bien sûr, le dossier grec. On a envie de dire que les jours se suivent et se ressemblent à Il n'y Athènes. a toujours pas d'accord. Après 7 heures de réunion sur les réformes exigées par la Troïka en échange de l'aide de 130 milliards d'euros censée sauver le pays de la faillite, un accord a été trouvé par contre sur la baisse du salaire minimum de 22 %. Mais un point bloque toujours, il s'agit du niveau des coupes dans les retraites complémentaires nécessaires pour sauver le système des retraites. La date limite pour un accord est donc repoussée à cet après-midi, juste avant la réunion des ministres des Finances de la zone euro, pour décider des grandes lignes d'un plan d'aide à Athènes. Les politiques grecs veulent de nouvelles discussions avec la Troïka. Par ailleurs, Standard & Poor's, l'agence de notation, a de nouveau joué les prophètes de malheur. Selon elle, le niveau d'endettement de la Grèce ne sera pas tenable si le niveau de la décote demandée aux créanciers privés sur la dette est limité à 70 %. Nous parlons à présent de Mario Monti, le président du Conseil italien qui est donc attendu aux États-Unis aujourd'hui. Objectif, restaurer la confiance dans l'économie italienne. Tout à fait, Mario Monti rencontrera Barack Obama cet après-midi, le président américain qui voit d'un bon œil les efforts italiens, mais qui juge que l'Europe doit urgemment régler ses problèmes de dette souveraine. Il en va de la bonne santé de l'économie américaine. En effet, l'Europe est le premier partenaire commercial du pays. 14 % des revenus des 500 plus grosses entreprises américaines viennent du commerce avec l'Europe. Nos correspondants aux États-Unis, Philippe Crowther et Stanislas de Saint-Hippolyte, nous racontent cette inquiétude des Américains. Regardez. Marlin Steel à Baltimore. Dans cette usine, on fabrique des paniers en métal pour l'industrie. Une affaire qui marche. L'entreprise de Drew Greenblatt exporte vers 35 pays. Je suis très préoccupé par les remous en Europe, parce que les conséquences, c'est que les Européens s'arrêtent. Ils observent, ils n'achètent plus.
Conséquence, Marlin Steel, qui exporte 10% de sa production en Europe, a vu en quelques mois son chiffre d'affaires généré par la zone euro baisser de moitié. La situation en Europe est suffisamment grave pour préoccuper le Sénat américain. La menace pour l'économie américaine est claire. Cette commission parlementaire interroge donc des économistes pour voir comment protéger les États-Unis de la contagion. Notre propre perspective économique est en jeu. On voit l'Europe basculer vers la récession et cela pourrait nous faire basculer aussi dans la récession. En 2008, c'est la crise américaine qui a déstabilisé la zone euro. Mais les faits s'oublient vite. Aujourd'hui, les Américains mettent en cause la lenteur de la machine européenne. Une de mes missions ici, c'est d'expliquer comment marche l'Europe. Et mon message aux Américains est très simple. L'Europe fait bien ses devoirs. Nous commençons à voir le bout du tunnel, comme on dit. C'est dans ce contexte de tension économique qu'il faut lire, qu'il faut interpréter la visite de Mario Monti, le président du Conseil italien, ici à Washington. Chacun regarde l'Europe, tout le monde cherche à savoir quelle sera l'issue de cette crise de la zone euro. Les Égyptiens commémoreront samedi prochain les 1 an de la chute d'Hosni Moubarak. L'Égypte qui traverse une grave crise économique depuis cette révolution. Tout à fait, les réserves en devises du pays ont fondu et le déficit budgétaire s'est envolé. Les recettes du tourisme, qui est un secteur vital pour l'Égypte, ont fondu également de 30% en 2011 en raison de l'instabilité. Les autorités égyptiennes sont en discussion actuellement avec le FMI pour obtenir un prêt de plus de 3 milliards de dollars. Reportage Siva Rousseau et Khalil Béchir. Il y a à peine plus d'1 an, ces terrasses étaient pleines de touristes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un couple d'Anglais au milieu des chaises vides. Parfois, les gens sont effrayés par ce qui est dit dans les journaux et ils pensent qu'il y a des problèmes partout. Moi, je pense que c'est très localisé. Khan Khalili, c'était le quartier touristique du Caire. C'était. 1 an après le début de la Révolution, le tourisme est en chute libre. Les rues sont désertes. Ici, le tourisme a chuté de 85%, voire 90% depuis la Révolution. À l'autre bout du Caire, les pyramides de Gizeh. Ce qui était une autoroute à dromadaires est désormais le début du désert. Les rares touristes sont tous égyptiens. Les chameaux sont au chômage et leurs propriétaires passent le temps comme ils peuvent. Après la Révolution et tout ce qui s'est passé, les choses ont changé. Comme il faut de la sécurité pour que les touristes viennent et qu'il n'y en a pas, il n'y a plus de travail. Je gagnais $100 par jour avant. Maintenant, c'est 20 ou 30 $ au maximum. En 1 an, le tourisme a chuté de 35% en Égypte et plus particulièrement ici, au Caire. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards de dollars pour l'État égyptien. Le tourisme ne reprendra en Égypte que lorsque le pays sera stabilisé politiquement et que les affrontements sporadiques qui secouent la capitale égyptienne auront enfin cessé. Allez, avant de nous quitter, Sylviane, on va jeter un œil au marché, les marchés européens qui viennent d'ouvrir. Ça donne quoi ce matin? C'est du vert, Elisabeth. Ce matin, regardez le CAC qui est à plus 0,28, le FTSE plus 0,16, le DAX plus 0,49. À noter, en parallèle des marchés asiatiques qui sont en ordre dispersé ce matin, que l'inflation chinoise a rebondi en janvier à 4,5% contre 4,1% en décembre. C'est à cause des fêtes du Nouvel An qui ont contribué à alimenter la hausse des prix. Merci beaucoup Sylviane, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.